La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la radio off, c'est Oncle Phil Basket. Bienvenue sur le parquet de la radio off. C'est bien Oncle Phil Basket. Vous avez bien entendu reconnu ma voix pour ceux qui suivent nos talk shows depuis un moment. C'est un véritable plaisir de vous savoir connecter pour écouter notre talk show. Et vous le savez, je ne suis pas généralement je suis pas tout seul pour parler basket. Je suis régulièrement accompagné de nos fidèles auditeurs, nos fidèles partenaires, animateurs. On va bien entendu accueillir le Doc ONP depuis Angers qui est avec nous pour ce talk show. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. La semaine se passe, se passe à coup de mesures sanitaires, mais l'avantage, c'est que la NBA, il y a de moins en moins d'absents pour raison de santé due à ce Covid. Donc, ce virus, ouais. on a toujours des blessés, mais bon, il y a les matchs, donc on se rabat sur le basket. Il y a de moins en moins de matchs annulés. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vu situation sanitaire à chaud comme ça, rapidement, si tu nous donnais des nouvelles d'Angers, comment ça se passe? Vous avez, c'est quoi? C'est le confinement à partir de 19h, c'est ça? Ou c'est autre chose? C'est un confinement hybride. On est en couvre-feu à 19h, mais dans la journée, on n'a pas le droit d'aller plus loin de 10 km de chez soi. Donc on est confiné dans une zone de 10 km, c'est un confinement hybride. C'est pas strict pour le moment, donc on essaye de profiter du beau temps. La semaine prochaine, le mauvais temps revient, donc on essaye de faire des activités. Parce que dans les 10 km autour, dommage pour ceux qui habitent dans la campagne, parce que 10 km autour, ils n'arrivent même pas en ville, donc c'est compliqué. Tu me parles de campagne. Je me souviens, j'ai passé un moment lorsque j'étais encore du côté du sud-ouest, là, du côté d'Agen. Tu connais un petit peu Agen? Oui. Tu connais un petit peu Agen. J'ai habité quelques temps à côté d'Agen, dans un petit village qu'on appelait Aubiac, dans le sud. Je m'imagine que si j'étais encore dans ce coin-là, qu'est-ce que je m'emmerderais avec cette histoire de confinement. Mais bon, c'est important, il faut le faire pour la santé. On peut pas, on rigole de ça, mais c'est quand même assez sérieux, Du côté du Cameroun, le confinement, il n'est pas encore acté. Bon, tout le monde. Il y a plus de gens qui portent des masques. J'ai l'impression que la population ici commence à se rendre un petit peu compte il commence un petit peu, il prend de plus en plus conscience. Je vois beaucoup plus de gens porter des masques par rapport à avant. Je crois que c'est dû à l'arrivée des variants. Donc plus de gens portent des masques, donc c'est bien. Chez nous aussi au boulot, tout le monde porte des masques. Voilà, on porte des masques. Moi j'ai mon petit gel dans mon sac, donc voilà. On n'a pas, on se défend comme on peut, et puis dès que possible, on se fait tester. Je me suis fait tester, c'était il y a une semaine, non, il y a 2 semaines. 2 semaines, je me suis fait tester. Voilà, c'était une demande du boulot, il y avait quelqu'un qui avait été contaminé, donc oui, il a fallu qu'on se fasse tester. Donc, alors, pour se faire tester ici, c'est le parcours du combattant. Je ne vais pas raconter ça ici, hein. Ceux qui sont au Cameroun savent de quoi je parle. Savent certainement de quoi je parle, mais je me suis fait tester, voilà, c'était négatif, et voilà, bon, pour l'instant ça va. Et on va continuer à respecter de toutes les façons les mesures barrières. Allez, donc on va enchaîner avec ce talk show NBA No Limit, une émission en 2 parties. Première partie, on fait le point sur quelques news d'actualité, et dans la deuxième partie, on fait le point sur le débat, la question du débat de ce jour. Il s'agit de poser la question de savoir est-ce que pour vous Zion Williamson est plus fort que
LeBron James au même âge. Alors, on a un auditeur quand même un auditeur que tu connais, le Doc One Piece. Il s'agit de Abel Son, Abel Son qui est on le présente plus pour nous, mais pour ceux qui ne le savent pas, Abel Son est donc travaille pour la franchise des Raptors de Toronto. Il est basé au Kenya. C'est un sujet qui l'a beaucoup intéressé. Je vais l'appeler pendant qu'on est en train d'enchaîner. Donc, le Doc One Piece, est-ce que tu veux dans une troisième partie faire un peu le point sur les forces en présence, ou bien sinon ça va comme ça? Non, je vais suivre le programme. Il m'a l'air fort intéressant. D'accord. Allez, on va enchaîner. On enchaîne donc avec la première partie. On fait le point sur les dernières news. Allez, commençons par la nouvelle la plus fraîche, on va dire ça comme ça. La nouvelle la plus fraîche, c'est du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans avec Isaiah Thomas. Le retour d'Isaiah Thomas en NBA, ça fait plaisir. On rappelle que comme DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas va donc avoir un contrat de 10 jours pour montrer qu'il a encore sa place en NBA, et ce sera du côté des Pelicans. C'est Athletic qui a annoncé l'info. On rappelle que l'ancien meneur All-Star va tenter de profiter de la blessure de Lonzo Ball pour grappiller quelques minutes et essayer de convaincre les dirigeants des Pelicans. On rappelle qu'on ne l'a pas vu en NBA depuis un an déjà, lorsque les Wizards l'avaient échangé aux Clippers. Ces derniers l'avaient ensuite coupé pour garder la forme. Isaiah Thomas avait choisi cet hiver de porter le maillot de Team USA pour des matchs éliminatoires, pour les matchs des Amériques. Une expérience qui s'est plutôt bien passée, alors qu'il serait enfin débarrassé de ses soucis de santé, notamment celle qu'il a au niveau de sa hanche. Isaiah Thomas de retour dans One Piece, ce n'est plus le Isaiah Thomas dans la discussion du titre de MVP à l'époque quand il était encore aux Celtics, mais ça fait plaisir de savoir qu'il peut encore jouer. Contrat de 10 jours avec les Pelicans, pourquoi pas le retour d'Isaiah Thomas, Doc One Piece, commentaire. Oui, ça fait plaisir. On a toujours eu cette déception d'avoir perdu ce joueur talentueux qui nous a fait vibrer l'espace de 3-4 ans. Il nous a fait vibrer subitement à cause d'une blessure. Il a toujours clamé qu'il peut. Donc c'est fort intéressant de retrouver Isaiah Thomas qui essaye de montrer. En plus, il a été patriote. Aller s'embarquer pour une qualification des États-Unis pour les JO en étant certain de ne pas y jouer. Ça montre son amour pour ce sport et son envie de rester au contact. Donc je pense que c'est très bien qu'on lui offre sa chance. J'espère qu'il va être reconduit pour la fin de saison, parce que les Pelicans risquent fort de se battre pour un play-in. Donc ce serait intéressant pour eux d'avoir ce type de garde d'expérience qui faisait beaucoup de passe. Ouais, les Pelicans qui sont 13e, je crois que c'est ça, 9, 10, 11, 12e, voilà, ils sont 12e. 12e de cette conférence Ouest, 21 victoires, 26 défaites. Je vais parler des 14 victoires pour 12 défaites à la maison et 7 victoires pour 14 défaites à l'extérieur. Voilà, ils sont juste en dessous des Kings, les Pelicans, les Kings qui remontent petit à petit au classement avec les derniers matchs étincelants qu'ils ont joués. Voilà, Isaiah Thomas qui va gratter quelques minutes avec l'absence de Lonzo Ball. Ça fait plaisir de le voir, ça fait plaisir de le savoir de retour en NBA. On enchaîne. Alors, on va où est-ce qu'on va aller. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de grosses news. Pas de grosses news. On va parler de ce pivot qui débarque aux Knicks de New York. Il s'agit de Norvel Pelle. Toujours un contrat de 10 jours. On rappelle que Mitchell Robinson, sans doute blessé jusqu'à la fin de la saison, les Knicks ont décidé de recruter un pivot supplémentaire et leur choix s'est porté sur Norvel Pelle. Jamais passé par la case NCAA, il n'a jamais été drafté.
C'est un pivot qui s'est fait un nom en G-League et depuis 2 ans, il est parvenu à décrocher quelques piges en NBA. La saison passée, il avait disputé 24 matchs avec les Sixers. C'est natif de Saint-Georges. Il avait tourné à 2,4 points, 3 rebonds en moyenne en 9 minutes de temps de jeu. Et c'est surtout au contre qu'il s'est illustré, 1,3 contre de moyenne, n'hésitant jamais à s'opposer aux adversaires dans la peinture, quitte à se retrouver sur quelques gros posters. Signé pour 10 jours par les Nets, puis les Kings, il n'a joué que 4 matchs et le voilà désormais aux Knicks pour un test de 10 jours. Selon le New York Post, le joueur en a terminé avec le protocole sanitaire. Il pourrait être sur le banc samedi face aux Pistons de Détroit. Voilà, ces petites infos du côté de New York. Le Doc & P, je pense que tu as regardé un petit peu la March Madness. Un petit peu. Tu as regardé un petit peu la March Madness. Non? Le Doc & P? Allô le Doc, je vérifie la liaison. Non, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Tu n'as pas pu regarder. On va quand même parler de la nomination de Juwan Howard. Hein. Tu te souviens de Juwan Howard? C'est intérieur de métier là, voilà, qui est coach en NCAA. Il a été élu coach de l'année en NCAA. Ça c'est super, hein. C'est pour lui. On rappelle que 2 ans après son arrivée sur le banc de Michigan pour prendre la suite de John Beilein, Juwan Howard a déjà séduit. Certes, il ne remportera pas le titre NCAA, mais il a été salué comme le coach de l'année. En effet, l'ex-assistant coach du 8 a été élu meilleur entraîneur de la saison par l'Associated Press, remportant 54% des voix et succédant à Anthony Grant de Dayton au palmarès du trophée. Sur le banc de Michigan, on rappelle que c'est sur le banc de Michigan qu'il officie. Il a 48 ans, il a remporté 25 matchs pour seulement 3 défaites et les Wolverines ont néanmoins été éliminés en Elite 8 face à UCLA. Juwan Howard et Michigan devraient à nouveau être compétitifs l'année prochaine puisqu'ils ont bien préparé leur recrutement avec l'arrivée de plusieurs lycéens prometteurs, dont Caleb Houston, Frankie Collins, Kobe Buffkin et Isaiah Barnes. Voilà, c'est bien hein, pour ce coach, cet ex-joueur NBA qui brille en NBA, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Il a beaucoup appris. Tu disais, j'ai pas compris. Il a beaucoup appris en temps puisqu'il est resté longtemps sur le banc, mais c'était plus un joueur, plus assistant coach joueur. C'était plus un joueur clé. Je le voyais sur le banc du Heat aussi, en train de donner des conseils, même quand il avait son contrat joueur encore. Mais donc, je pense qu'il a pas mal appris et il a pris le temps et voilà, ça lui sourit maintenant. Ça c'est bien. C'est bien d'avoir cette nomination en tant que meilleur coach. Allez, on va enchaîner avec les news. On va d'abord faire une petite pause, le temps pour moi de vérifier quelques réglages et ensuite on va enchaîner. Restez bien connectés. On revient dans moins d'1 minute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show. Enfin la deuxième partie, on n'est pas encore dans la deuxième partie, on est toujours dans la première puisqu'on continue avec les news. On a juste fait une petite pause, le temps de vérifier quelques réglages. Le Doc & P allait du côté des Lakers avec déjà une couille là, avec l'arrivée de notre cher André Drummond qui s'est déjà blessé à l'orteil pour son premier match. Alors, je rigole pas, hein, je vais me faire taper sur les doigts par les fans des Lakers, certainement, mais il y a quand même de quoi sourire un petit peu. On va rappeler que si les débuts d'André Drummond avec les Lakers ont été gâchés par sa blessure au gros orteil droit, qui lui a carrément valu de perdre son ongle, hein, le Doc & P, donc c'est pas rien. Hein. Il a eu mal. Non, hein, il a eu mal. Quelqu'un hein. qui est c'est pas...
il a eu mal, André Drummond, je me moque pas de lui, mais il a eu mal. Son ongle, il a carrément sauté. ESPN qui annonce que son retour à la compétition devrait intervenir rapidement. Sorti prématurément dans la défaite de son équipe face aux Bucks, après s'être fait marcher dessus par Brook Lopez dans le premier quart-temps, le pivot de 27 ans ne manquera vraisemblablement pas plus d'un ou deux matchs. Il pourrait ainsi que le double All-Star il se pourrait que le double All-Star revienne dès dimanche soir face aux Clippers ou à partir de mardi soir contre les Raptors. Une chose est sûre, il ne sera pas de la partie ce vendredi. Cette courte indisponibilité est une bonne nouvelle pour les Lakers, toujours privés de LeBron James et Anthony Davis qui démarre à partir de la nuit prochaine un road trip de 7 matchs. Actuellement 4e de la conférence Ouest avec un bilan de 30 victoires et 18 défaites. Les champions en titre sont sous la menace des Nuggets et des Blazers au classement puisqu'ils possèdent le même nombre de défaites que la présence du nouveau venu André Drummond qui a tenu à rassurer ses fans ne sera donc pas de trop pour éviter de chuter davantage. Alors le Doc NP, je vois que dans cet article-là, ils sont très optimistes. Moi, j'ai tendance à voir les choses plus pessimiste. Là, il le voit venir dimanche. Moi, je le vois encore avoir une semaine, hein, parce que cette histoire de gros orteil où il perd son ongle, on va pas lui enfiler, je sais pas moi, des antidouleurs, parce que ça fait mal ce truc-là. C'est pas en 3 jours que ton ongle il va pousser. Hein. Je pense bien qu'il va devoir. Comment tu réagis? En fait, sur son cas spécifiquement, je ne suis pas si pessimiste. Je pense qu'ils ont sûrement des trucs. Je pense qu'il va revenir dimanche. Peut-être pas, mais le match suivant, je pense qu'ils ont des trucs qu'ils peuvent appliquer et qu'ils savent ce qu'ils mettent sur des joueurs pour remplacer, pour colmater, je sais pas. En tout cas, ils ont des meilleurs spécialistes, c'est sur Los Angeles. Mais moi, c'est plus pour le côté optimiste pour le classement. Son retour, je sais pas ce que ça va apporter, mais il faut se dire un truc. À l'instant T, les Lakers, en NBA, je le répète souvent ici, on compte dans les défaites. Parce que les victoires ne peuvent rien dire parce qu'il y a des équipes qui ont joué plus de matchs que d'autres. La défaite, c'est tout. Le classement, c'est très souvent par la défaite. Donc, les premiers, c'est Utah, il n'y a que 11 défaites. Phoenix, 14 défaites. Les Clippers, 18. Denver, 18. Los Angeles Lakers, 18. Portland, 18. Les Lakers sont devant Portland parce qu'ils ont gagné un match de plus et que donc, ça fait un pourcentage de 0,6 au lieu de 0,62 au lieu de 0,61. C'est tout. Mais prenons plus loin. Les Lakers sont 5e. Dallas a 21 défaites. Ils sont à 3 défaites des Lakers. Les Spurs, 22 à 4. Et les Spurs sont déjà 8e. On est déjà sur le 8e là. Sur 4 défaites. Tu viens de parler d'un road trip. Tu viens de parler exactement d'un road trip. 7 matchs. Quasiment 7 matchs. Ouais. On va faire simple, Phil. Les 7 matchs, c'est où? Contre les Kings ce soir. C'est à la maison. Ils sont dans leur secteur. C'est un derby. Ouais. C'est très chaud parce que les Kings sont à la poursuite et les Kings sont plutôt au complet. Ils n'ont pas beaucoup d'absents. Et Delon Wright qui vient d'arriver est déjà intégré. Delon Wright qui faisait très mal à Détroit avant d'arriver. Donc, ensuite, ils prennent les Clippers. Ils peuvent avoir de la chance que Paul George, je ne sais pas s'il est bien remis, mais les Clippers ont des garanties. Même s'ils ont perdu hier face à Denver, Denver est devenu plus fort qu'eux, je le disais encore dimanche dernier. Pour moi, Denver rentre dans le top 2 de cette conférence. Maintenant, ensuite, ils vont à Toronto. Toronto est mal en point, mais bon, c'est jamais bon de jouer ce genre d'équipe qui est en train de s'asseoir sur, de chercher des convictions dans leur jeu. Mais ils vont à Toronto. Mais après, ils vont à Miami, à Brooklyn, à New York et à Charlotte. Et après, ils reviennent prendre Boston à la maison. Puis Utah 2 fois. Puis Dallas 2 fois. Je ne sais pas s'ils réalisent que avant, là, on se retrouve le 20 avril. Si les 2 stars ne sont pas revenus à cette date, je le dis, c'est un podcast qui peut être enregistré. Les Lakers ne sont plus dans le top 8 à ce moment-là, s'ils n'ont pas leurs 2 stars. Ils ne sont plus dans le top. Parce que
je viens de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs. Les 13 prochains matchs. Parce que quand ils reviennent à la maison, c'est la fin du road trip. Mais c'est pas la fin du cauchemar. On n'est plus dans le mode à domicile, on a son public qui pousse. On est dans un terrain quasiment vide. C'est un terrain neutre. Il n'y a que les couleurs dans la salle qui font penser qu'on est à domicile. Mais revenir à domicile après le road trip, prendre Boston, Utah 2 fois et partir à Dallas 2 fois, c'est pas un retour à domicile des meilleurs. Donc, il va falloir vraiment... Moi, c'est le côté optimiste là. Je ne sais pas si les Lakers, bon, je pense qu'ils le savent. Mais les gens qui se disent optimistes parce qu'André Drummond est venu, je ne pense pas que c'est André Drummond qui peut empêcher sur ces 13 matchs la moitié des matchs perdus. Mais minimum, je te parle bien de minimum la moitié. Parce que je ne sais pas. La moitié, Pas gagner. Miami a l'un des meilleurs rosters de la ligue maintenant. Je ne les vois ni gagner à Brooklyn, ni à New York même qui retrouve tout son effectif et ils sont très dérangeants. New York. Charlotte est 4e de cette conférence, c'est pas pour rien. Conférence Est, Charlotte ça court beaucoup. Après ils peuvent le faire là-bas, mais Boston, ça va être chaud. C'est toujours un derby. Utah 2 fois. Pour moi je vois 2 défaites. Si les stars ne sont pas revenus, je vois 2 défaites. Dallas commence à être au complet. Et là aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, ils ont besoin de leurs 2 bonhommes. Je pense que ça va nous réserver une fin de saison tonitruante pour les Lakers qui vont devoir courir après pour revenir dans les 4 premières places. Ça va être ça le vrai challenge pour les Lakers. Parce qu'au retour de leurs stars, leur calendrier reste pimenté, mais les 2 stars peuvent donner des garanties à cette franchise. Donc, voilà ce que moi je pense. Drummond, c'est toujours très bien. Je pense que ça va aider. Mais les 2 blessures là, c'est maintenant qu'on va se rendre compte parce que en plus de cela, Phil, les Lakers qui ont évité des back-to-back en première partie, on leur a condensé tous leurs back-to-back en deuxième partie. Beaucoup d'équipes ont coulé à cause de ces back-to-back. Surtout ceux qui ont eu des problèmes de santé Covid. Les joueurs qu'on a écartés ou les joueurs qui ont des problèmes de santé. Tu peux pas me dire qu'à son retour, Anthony Davis, on va lui faire jouer les matchs back-to-back. Il va pas les jouer les matchs. Ils peuvent pas risquer. LeBron en revenant lui aussi, il va peut-être éviter, mais certains, il va peut-être les jouer, il est un peu plus solide. Mais ils ont un back-to-back. Le premier back-to-back déjà qui se fait, c'est New York après Charlotte. Bon, c'est encore négociable pour cette équipe. Pour ceux-ci, quoique, c'est sur un road trip. Le deuxième back-to-back qui se profile, c'est Boston le 16 et Utah le 17. Boston le 16 et Utah le 17, il faut vraiment se dire de façon logique, le deuxième match contre Utah risque d'être une raclée. Le deuxième match contre Utah, avec la fatigue, ça risque d'être une raclée. Et le troisième back-to-back qui va s'enchaîner dès le 23, c'est Dallas 2 fois. Il faut qu'il prie pour eux que Kristaps Porzingis, par exemple, ne joue pas aussi le back-to-back. Il faut juste qu'il prie comme ça. Donc, il y a ce genre d'enchaînement, comme le 3-4 mai où c'est Toronto et Denver. Prendre Denver le lendemain, le deuxième match du back-to-back, c'est jamais bon. En fait, c'est pour ça que je dis le classement qui s'est passé en première partie de saison, ça a floué beaucoup. Parce qu'il y a des équipes qui ont évité des back-to-back, comme les Lakers, qui se sont retrouvés en haut. Les Clippers aussi auront fort à faire, même s'ils ont eu des back-to-back où Paul George n'a pas pu jouer. Kawhi a dû jouer les back-to-back cette saison. Ça leur a posé des problèmes. Donc, ça a un peu floué beaucoup parce qu'il y a eu des gens absents pour des pépins, absents pour le Covid, et des équipes comme les Lakers qui ont évité les back-to-back. Donc, ils ont tenu bon avec leur effectif amoindri. Mais là, l'effectif va devoir être au complet très très vite parce que la deuxième partie, ils en ont 9 des back-to-back. Ils en ont déjà fait 2 depuis le retour. Et pour l'instant, il n'y a aucun qui a enregistré 2 victoires. Aucun. Donc, moi, je suis assez. Moi, je te vois quand même assez optimiste. Hein. Ces 2 joueurs là. Moi, j'ai toujours l'image de ces 2 joueurs. Je parle des 2 intérieurs
Anthony Davis et Andre Drummond, c'est quand même des joueurs qui ont quand même un passif, surtout Anthony Davis, un passif au niveau de l'ingénierie. Voilà, ça me fait grincer des dents, moi, cette histoire. Je te sens très très optimiste quand même. Non, mais je dis qu'il va aider parce que dans cette période qui va être catastrophique, qui va être très très compliquée. Je ne souhaite pas de se blesser, c'est juste que bon. Oui, voilà. Mais après, comme tu dis, moi, Phil, j'ai pas envie de faire peur aux supporters des Lakers, mais c'est une franchise que j'aime bien. Mais on le sait que ce qui a sauvé les Lakers l'année dernière, c'est ce coup d'arrêt. Parce que Anthony Davis était déjà fatigué au niveau de ses jambes. Comme d'habitude, chaque année, il a sa blessure quotidienne d'1 mois, 2 mois. Donc Anthony Davis et LeBron James et son aine, depuis 2019, ça leur a coûté une qualification pour les playoffs. En 2019, je pense, il avait mal à l'aine. L'année dernière, ça sifflait encore. C'est ce repos qui a permis. Mais là, c'est le contraire. La NBA ne veut plus arrêter, mais intensifier beaucoup de matchs dans un laps de temps. Et on a vu tous les efforts que LeBron James a fait pour porter cette franchise. Parce qu'Anthony Davis, ça n'allait pas. Anthony Davis a payé juste ce qui s'est passé dans la bulle, c'est-à-dire se donner à fond et très peu de vacances. Là, il a eu très peu de repos. On voit ce que ça a donné sur son corps. Et l'année dernière, c'était parti pour. Au mois de mars, il commençait à avoir des pépins. C'est ce coup d'arrêt de 4 mois qui a permis qu'il soit opérationnel pendant 2 mois à fond. Et ils sont allés jusqu'au titre. Donc là, Anthony Davis, son retour, moi, je ne suis pas optimiste. Je me dis juste, j'espère parce que le tendon d'Achille, c'est très, très délicat. C'est sérieux. Et donc, Kevin Durant en sait quelque chose. Tu peux penser, Kevin Durant a fait tous les playoffs il y a 2 ans sans jouer, mais un seul geste en finale, après 14 minutes, ça a complètement lâché. Ce sont des mecs, Anthony Davis plaise encore plus. Il a un jeu qui est très, très basé sur ses appuis. Il est très versatile. Donc, c'est ça qui peut faire peur. Mais moi, je ne souhaite pas le malheur. Je me dis juste que... Non, on ne souhaite pas. Il faut qu'on soit clair et net. Mais, je ne le souhaite pas. C'est juste que le passif des 2 joueurs est quand même connu, surtout au niveau santé. Mais je suis comme toi. Je pense qu'il va aider et que tout se passe pour le mieux, quoi. Voilà. Mais sur ça, tu as largement raison. Les Lakers vont devoir prier énormément, mais comme beaucoup de franchises, parce qu'on parlait, mais comme beaucoup de franchises, ça sera dommage que cette année, ça va se jouer encore sur des blessures des uns et des autres. Mais les champions en titre, eux, que ce soit Drummond ou bien Anthony Davis, tu as vu, Phil, Drummond, j'ai même peur que finalement en playoff, avec ses pépins, ça finisse parce que ça court énormément. Le jeu de transition, à un moment en playoff, il y a des équipes qui jouent small ball pour aller plus vite. On va voir des Nurkic finir. Nurkic est venu, ça courait tellement dans la bulle qu'il s'est même reblessé. Donc, il a essayé de courir, c'est compliqué. Kanter finit les matchs au banc parce que ça accélère et que les équipes veulent gagner le match. C'est impossible d'avoir un pivot qui ne peut pas faire l'aller-retour sur le terrain ou bien rien que l'aller seul en moins de 5 secondes, ça commence à être compliqué, ça joue en contre-attaque, ça joue en transition. Et c'est pour ça que Dwight Howard, si précieux, a apporté contre Jokic dans la série, dans la bulle, mais le reste des séries, c'était mort. Il ne pouvait pas les jouer. Il a regardé beaucoup de séries sur le banc, parce que ça allait trop vite. Heureusement que les équipes en face jouaient small ball et n'avaient pas des joueurs, des intérieurs rapides. Donc, Anthony Davis se retrouvait numéro 5, parce que ça devait jouer trop vite. Donc, j'ai juste peur que Drummond, finalement, il va aider là, mais que dans des séries de playoffs, je peux te garantir qu'une série contre Dallas, il ne servira pas à grand-chose. Une série contre Portland, ce sera pas évident, ça va aller trop vite. Mais donc, à un moment, il va juste servir à colmater les fins de carton, parce que, comme il est mauvais au lancer franc en plus, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il a la balle, faute. Donc, il ne servira pas dans le 4e carton. Aucun coach ne met ce genre de joueur parce que ça joue non seulement vite. C'est ceux qui ont le cardio. Donc, ça joue très vite. Mais si en plus il est là et qu'il est mauvais au lancer franc, il va être ciblé. Ce n'est plus le basket. Drummond aurait été un grand pivot dans les années 2000. Autant des grands pivots. Mais là, il est très très utile au rebond. Mais en playoff,
ça risque d'être comme Dwight Howard. Si on le force, il va se blesser. Il va se blesser à nouveau. Donc, ça va être une gestion. On sait bien qu'il va reposer Anthony Davis, mais comme tu dis, attention quand même, il y a des craintes, mais pour les supporters des Lakers, ce ne sont pas les seuls. Là, on est sur le cas des Lakers. Ce ne sont pas les seuls. J'ai mis le cas de Nurkic. Là, par exemple, Portland va devoir faire des choix. Je ne parle même pas de Brooklyn, non favori, mais Brooklyn, c'est leur santé, on ne sait pas. Donc, les Lakers, attention à ce dossier. Les Clippers vont prendre Marcus Cousins, son alter ego au niveau poids. Donc, ils vont avoir le même problème. Mais eux, ils ont Ibaka et les autres, ils ont Montrezl. Donc, ça pourra tourner. Ça pourra tourner. Et puis, en fait, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que tout dépendra de la forme du moment, la forme de la santé du moment. C'est à partir de là qu'on saura qui ira véritablement au bout. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir un fichier blessure à jour. En parlant de blessures ou d'équipes avec des soucis de santé, le Doc One-P, il faut quand même qu'on fasse un point avec les bons débuts de LaMarcus Aldridge. Là, je parle de santé parce que vous savez que aux Nets, Kevin Durant et Kyrie sont encore blessés. Mais voilà, LaMarcus Aldridge a prouvé qu'il avait encore du jus. On rappelle que comme il a déjà 35 ans et qu'il n'avait pas joué depuis un mois, on s'attendait à ce que LaMarcus Aldridge ne commence pas tout de suite sous ces nouvelles couleurs. Sauf qu'à peine une semaine après son arrivée, l'ancien Blazers a effectué des retours prometteurs dans la victoire face à Charlotte. Vous me direz, voilà, ce n'est que Charlotte, mais c'était intéressant à voir de LaMarcus Aldridge. 11 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et un contre en 30 minutes. LaMarcus a semblé en jambes pour sa première au Nets, même si pour lui, il n'y a rien de surprenant. Impliqué sur 15 points de suite dans le deuxième quart-temps, le deuxième choix de la draft 2006 a trouvé rapidement ses marques dans cette équipe de stars toujours privée malgré tout de Kevin Durant, mais aussi de James Harden depuis le dernier match ou encore de Blake Griffin parce que c'était un back-to-back. Très bon sur le jeu au poste et à mi-distance, LaMarcus Aldridge apporte en effet des qualités qui complètent bien celles des joueurs autour de lui. L'arrivée de LaMarcus va avoir un impact sur la rotation, c'est sûr. Et par exemple, DeAndre Jordan est resté cloué sur le banc pendant le match. Pour reprendre le refrain habituel de Didier Deschamps, le français, le groupe vit bien. LaMarcus Aldridge, bon match de LaMarcus. On va revenir, j'ai donné ses stats tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit 11 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et on compte en 30 minutes. Donc ce n'est qu'un match. On dira aussi que ce n'est que les Charlotte, ce n'est que les Hornets, pardon, mais ça fait plaisir de voir LaMarcus en forme. Il faut que ça continue et il faut qu'il nous montre aussi le Doc One-P. Il faut qu'il nous montre parce que c'est pas en face des Hornets qui va démontrer sa force mentale. Hein. On rappelle que Kyrie a joué. Hein. On rappelle Kyrie a terminé ce match avec 15 points, 11 rebonds, 8 passes décisives. Et donc, une réflexion sur les Nets. Je termine avec le classement des Nets. On rappelle, les Nets sont toujours premiers de la conférence Est avec 34 victoires pour 15 défaites, 20 victoires pour 6 défaites à la maison et 14 victoires pour 9 défaites à l'extérieur. Donc, c'est pas mal pour un début pour l'échauffement, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, à l'instar de ce que je disais, moi j'étais sceptique. Parce que LaMarcus commençait avec... J'étais sceptique pour un premier match. Mais je pense que j'étais sceptique parce que je pense que à sa signature, je pensais que James Harden, j'attends son premier test avec James Harden. Parce que hier, il a joué avec Kyrie Irving et Kyrie Irving, le côté sceptique que j'avais au début du match s'est aggravé quand j'ai vu l'intensité du début du match. Ça courait énormément. Je me suis dit, mais il joue pas depuis. Il n'a jamais été quelqu'un qui va très vite en transition. Pourquoi ils le font courir comme ça? Je me demandais si c'était même pas du bizutage à un moment donné. Mais il tenait, il faisait ses allers-retours. Surtout qu'il n'y avait pas DeAndre Jordan. Et donc, pour le remplacer, c'était Clarkson. Et donc, je me demandais, et surtout qu'il n'y a même pas que lui, Jeff Green était là. Mais DeAndre Jordan n'a pas joué. Et plus Blake Griffin aussi, il jouait pas.
Donc je me demandais est-ce que son temps de jeu allait lui permettre de tenir à ce rythme. Mais le bon côté de la chose qui s'est passé hier, c'est que Kyrie Irving n'a pas beaucoup porté la balle avant de faire la passe. James Harden, ça va être le contraire. Mon côté, c'est qui était là. Je disais, LaMarcus joue sur jeu arrêté. C'est quelqu'un à qui tu donnes le ballon dos au panier, il travaille son défenseur, il marque ou il ressort. Alors qu'avec James Harden, il faut savoir jouer sans ballon. Il faut le laisser dribbler, le temps de créer et couper pour avoir sa passe et marquer. James Harden ressort rarement pour un mec à mi-distance, pour un petit, pour qu'il dribble à nouveau aussi. James Harden, quand il te donne, c'est pour que tu finisses. Tu n'as plus, le travail est mâché. J'ai dribblé comme je voulais, je te donne tir ou bien attaque d'un coup. Donc, j'avais cette inquiétude parce que le playmaker de cette équipe, c'est James Harden. Et comment ils vont donner comment James Harden va devoir arrêter et dire prends la balle, j'ai pas besoin de dribbler pendant 10 secondes avant de te la donner. Et Kyrie Irving a su faire ça hier. En même temps, toute l'équipe était à droite. Hier, c'était difficile pour eux, c'était une adresse assez insolente. Donc, j'attends de voir, moi, comment ça va se passer dans ce sens. Parce que, Phil, je peux te garantir que c'est là où ça va pas être évident. C'est vraiment là où ça va pas être évident. Parce que LaMarcus a montré de belles velléités hier, surtout face aux Hornets. On dit, attention, c'était que Charlotte. Charlotte, c'est une équipe qui va aller plus vite. Charlotte joue avec Graham, et Terry Rozier. Charlotte, il passe le temps à courir. Et je peux vous garantir que hier, Terry Rozier va pas se planter 2 fois. Les Pacers ce soir vont avoir à faire un Terry Rozier. Quatrième de la conférence Est. Voilà, effectivement. Donc je me dis clairement que c'était un très bon test physique et de cardio parce qu'il y avait de l'intensité et ça m'a surpris des Nets qui étaient en back-to-back. N'oublions pas que la veille, les Nets avaient joué. Ils étaient en back-to-back, donc je me demandais, je me disais que ça allait être jeu arrêté, question de récupérer et de ne pas perdre de l'énergie pour le troisième quart-temps. Je pensais qu'ils n'allaient pas tenir, mais c'est au contraire, c'est Kyrie Irving, Bruce Brown, Jeff Green partaient très vite. Tous partaient vite en contre. Et le retour de Shamet à une vitesse, Joe Harris à une vitesse. Et je me disais, LaMarcus, premier carton, il court, mais est-ce qu'il va tenir? Mais il a tenu. Est-ce que c'est l'adresse générale de l'équipe dans l'ambiance positive qui le faisait tenir? On en saura plus au prochain match. On en saura plus. Mais ils ont une arme qui va permettre de varier. Mais c'est bien. Une arme qui va permettre de varier. Regardons d'ailleurs le prochain match. Je n'ai pas regardé encore au niveau du planning, mais j'ai envie de jeter un coup d'œil rapidement. Alors, ce sera pour quand le prochain match? Ils ont pris la tête de la conférence. C'est contre Chicago, c'est à Chicago dimanche. Et c'est très prenable. Contre Chicago dimanche. Je pense que c'est un autre. Je suis d'accord avec moi pour dire que ça va être un autre bon test quand même. Zach LaVine et Nikola Jokic, ça va être un bon test. Non, mais non, c'est pas Nikola Jokic, qu'est-ce que je raconte? C'est Zach LaVine avec Vucevic. Vucevic, ça va être avec Vucevic, ça va être un Vucevic, bon test. voilà, Vucevic, surtout que lui, c'est Markkanen qui va venir sur lui. Et je pense pas que Markkanen puisse tenir. Mais Markkanen a de très longs segments. Mais bon, on peut faire confiance. Aldridge, il en a connu des vertes et des pas mûres. Dans la NBA, qui n'en est plus là, lui. Mais par contre, ça va être un très bon test parce que dans la raquette, il y a des mecs sérieux. Hier, il y avait aussi des mecs sérieux, mais ce sera un peu plus sérieux. Mais c'est un test. Zach LaVine a des soucis, a des pépins physiques. J'espère qu'il sera prêt et à 100% pour qu'on puisse avoir un match intéressant. En tout cas, on espère que les choses se passent bien. Voilà. Donc, d'une part, vous avez un démarrage plutôt compliqué aux Lakers avec Andre Drummond et un démarrage positif en douceur avec les Nets de notre cher LaMarcus. Donc, si on doit, le Doc & P, si on prophétise sur l'équipe qui aura fait
selon toi, le meilleur choix? On va dire ça comme ça. Tu prendrais les Lakers, tu prendrais les Nets? À chaud comme ça. Je pensais que c'était les Lakers. C'est vrai que c'est l'avenir qui va nous le dire, mais vas-y. C'est l'avenir vraiment, mais à chaud, après avoir vu les matchs, on voit bien que Lamarcus nous a surpris. Est-ce qu'il n'a pas joué le jeu aussi du joueur fini aux Spurs parce que mentalement il voulait plus y être? Est-ce qu'il nous a pas fait une James Harden entre guillemets? On en sait, mais il avait l'air très très fiable. Moi j'avais l'impression qu'il n'avait pas resté sans, il n'était pas resté sans jouer. Hein. Et aussi il est resté moins sans jouer. C'est vrai que les Cavs ont fait très très mal à Drummond. C'est très salaud ce qu'ils ont fait. Je mâche pas les mots. De le mettre. Après ils ne vont pas risquer une blessure parce que ça revient à ce que tu disais. La moindre blessure allait gâter toute ambition. Mais finalement, ils ont fait un buy-out. Parce qu'eux, ils voulaient partir sur un trade, ils avaient peur qu'ils se blessent. Mais finalement, ils n'ont rien eu. Ils ont eu un buy-out. Dans ce cas, il fallait le faire jouer pour gratter quelques matchs. Et après qu'il se blesse, le buy-out allait être encore moins. Ou bien ils n'allaient pas accepter peut-être le buy-out. Ils avaient peur qu'ils n'acceptent pas le buy-out et qu'ils aient à le payer. Donc, à le payer. Mais ils l'ont payé quasiment tout de son contrat. Ils n'ont laissé que 800 000. Donc, je comprends pas trop ce que les Cavs ont fait. Et lui, il est resté bien plus longtemps sans jouer. Donc, pour l'instant, c'est normal que ce soit Lamarcus, mais l'avenir nous dira clairement si Drummond est le vrai bon choix, parce que c'était celui qui était le plus demandé. On va du côté, faisons un petit point Covid pour savoir comment ça se passe au niveau des décisions, au niveau de l'évolution des décisions des franchises NBA. C'est du côté c'est Luc Money, voilà, du côté du Los Angeles Times qui nous annonce que la Californie autorisera la reprise des événements et des events en salle pour le mois d'avril. Donc à partir du 15 avril, la Californie autorise la reprise des événements, des regroupements, etc. Donc les dernières règles devant être assouplies au milieu de la baisse, avec la baisse des taux de cas de Covid-19 et l'évolution des vaccins. Donc tout ça, c'est pour dire que du côté des Lakers, par exemple, ils pourront accueillir un peu de public à partir du 15. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein. Ces salles sans public, c'est un véritable crève-cœur. Hein. Une saison bizarre, en tout cas, comme celle de l'année dernière. Bon, mais d'ailleurs, pour moi, ça dénaturise complètement. Je t'avoue que pour moi, ça dénaturise complètement le jeu. Complètement, je passe pas mes mots. Je dis bien complètement, le jeu pour moi est totalement dénaturisé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé de tenir bon. Il faut tenir bon. C'est vrai que moi, pour moi, intérieurement, cette saison, j'ai vraiment du mal à la digérer comme ça l'année dernière. Mais voilà, on est là. Il faut c'est notre passion NBA. On va la vivre avec ses perturbations. On va dire ça comme ça, avec ses perturbations. Donc, NP, on va quand même annoncer le retour de Joel Embiid sur le banc. C'est pas sur le terrain, pas encore sur le banc. Ce sera face au Timberwolves. C'est demain ou c'est ce soir? J'ai pas bien regardé Non, c'est demain. C'est demain face au Timberwolves. Ça fait plaisir de voir le retour de Jojo. Au moins sur le banc, ça prouve qu'il va beaucoup mieux et qu'on devrait le revoir très très bientôt. Notre Jojo national. Allez, le Doc NP, on va passer rapidement à notre question du jour. Alors moi, j'ai pas envie d'évoquer, sauf si le Doc, tu me connais, hein, moi j'aime bien parler des sujets qui en valent la peine. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être me demander, mais pourquoi t'as pas parlé de l'amende de Kevin Durant? Là, tu t'as entendu parler de cette amende là? Il a pris $50,000 d'amende de la part du président des opérations de la Ligue de la NBA, Byron Spruill, qui a annoncé que Kevin Durant a écopé d'une amende de $50,000 suite à ses propos inappropriés. Bon, personnellement, j'ai pas voulu en parler parce que bon, moi je trouve que c'est des débats ce sont des sujets qui n'élèvent pas c'est
c'est pas des choses sur lesquelles on va passer 3 heures non plus. Mais bon, je pense que vous avez entendu parler de cette histoire avec Kedi qui aurait tenu ou il semblerait que c'est certain qu'il a tenu des propos assez compliqués envers certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je vais m'en tenir là. Le doc, on peut passer à autre chose. Oui, voilà. On va pas parler sur ça. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Kevin Jones, il a toujours eu un côté un peu spécial. Quand même. Effectivement. Après, la personne avec qui il a tenu ça, c'est un habitué de ce genre de langage. Ça me surprend qu'il se plaigne. Parce que le mec même sur qui il a dit ça, c'est pour ça que j'ai même pas envie d'épiloguer, c'est quelqu'un qui parle très souvent comme ça. C'est son type de langage. A priori, ce jour-là, il n'était pas d'humeur à encaisser ce type de langage. Mais bon, je vais te dire, c'est des trucs privés. Moi, des trucs privés, on ne sait pas tout ce que ces gens se disent en privé. Que quelqu'un mette une conversation privée en public et qu'on punisse un autre pour ça. Excuse-moi, nous, on appelle ça des balances un petit peu. Je préfère répondre en privé à la personne, mettre ça sur la place publique. C'est pour ça que j'ai même pas envie de... Après, si ça peut sensibiliser des jeunes, tant mieux. Mais en privé, il faut pas... On n'est pas des fous non plus. On sait comment ça parle en privé. Nous aussi, on a nos moments où en privé, on a des mots qui peuvent être jugés, interdits au moins de 16 18 ans. Mais ça reste dans le privé et c'est bien pour la jeunesse de savoir qu'il ne faut pas dire ça ou le dire publiquement au moins. Voilà. Allez les amis, on enchaîne. Cette fois, on va passer au débat. On va passer au débat. On se pose la question, je l'ai dit en début de talk show, on se pose la question de savoir, selon vous, est-ce que Zion Williamson est donc meilleur est-il plus fort que LeBron James au même âge? Alors je pose la question tout simplement parce que Zion, vous le savez, vous êtes censé le savoir si vous suivez de près les Pelicans. Ou si c'est pas le cas, vous avez quand même dû voir quelques éclats de la part de Zion cette saison. Zion Williamson qui nous fait plaisir, il faut le dire. Il nous fait véritablement plaisir. Tout simplement, il joue, je ne vais pas dire qu'il joue le meilleur basket de sa vie, mais ses débuts nous rappellent ceux d'un certain MJ, quand même, ceux d'un certain MJ. Et non seulement, et sans oublier toutes ses autres qualités, le Doc NP, on va en parler. Et c'est pour ça que j'en profite pour poser la question clairement. Alors, je veux pas me faire taper sur les doigts. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par les fans de LeBron James, mais c'est pas un comparatif destiné à tirer sur votre star. Non, c'est véritablement un comparatif destiné c'est un comparatif destiné à situer. Voilà, c'est pour situer l'évolution de Zion Williamson qui s'impose comme un véritable phénomène à seulement 20 ans. Il affole les compteurs et match après match, il continue de se faire une place dans l'histoire. On rappelle que lors de son 60e match en carrière, il a marqué son 60e match en carrière. Il dépasse régulièrement les 20 points et plus. Et la dernière fois qu'on a trouver une telle constance en termes de stats, notamment en attaque, il faut se rappeler de Michael Jordan à ses débuts. Il avait réalisé 52 matchs à 20 points et plus lors de ses 60 premières sorties. Donc voilà, Zion Williamson qui a marqué plus de 20 points lors de ses 49 premiers matchs, lors de ses 49 sorties en 60 matchs de carrière. Voilà, et avec de tels débuts sur le plan individuel, Zion marque donc les esprits, il faut le dire. Cependant, on peut tout de même apporter un bémol, il ne gagne pas beaucoup, son équipe ne gagne pas beaucoup, bien évidemment. L'ancien joueur de Duke n'est pas à pointer du doigt puisque c'est un travail collectif. Il fait d'ailleurs de son mieux, mais son apport statistique n'a pas encore l'impact suffisant pour hisser les Pelicans au-dessus de la 12e place de la conférence Ouest. Donc, mais c'est quand même, c'est un joueur très très intéressant à voir jouer.
on l'appelle le meneur dans un corps de Shaq, tout simplement. Ça vous dit un peu, ça vous dit un peu ce que l'homme est capable de faire. Même si on le sait, en attaque, il est imposant. On le cherche beaucoup en fin de match, hein, le Doc One P, Zion Williamson, même si on ne voit pas beaucoup de highlights où il donne la victoire à son équipe à la dernière seconde, mais il fait partie des tactiques de son coach en fin de match. Et il a aussi d'autres faiblesses. Il a deux faiblesses notamment, je vais quand même en parler, même s'il faut quand même le savoir. C'est d'abord Charles Barkley qui l'a fait remarquer. Alors, c'est une faiblesse pour oui et non, hein, mais c'est quand même une faiblesse pour certains, parce que beaucoup pensent qu'au niveau du rebond, il devrait faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement. Il devrait être normalement en double-double à chaque match, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore atteint ce niveau, notamment au rebond, et parfois au niveau de sa défense, on estime qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Charles Barkley avait fait remarquer que lui, pour sa deuxième saison, il tournait à 20 points, 13 rebonds en moyenne par match, contre 24 points et 7 rebonds pour Zion Williamson. C'est bon pour Zion, mais il estime qu'il est bien capable de faire beaucoup mieux. On n'oublie pas de dire que Zion aussi a parfois quelques lacunes en défense, hein. Parfois il ne pèse pas assez. Il faut même dire que il y a même une statistique de Doc One P qui montre que lorsque Zion Williamson est sur le banc, son équipe défend même beaucoup mieux, hein. Je ne sais pas si tu connais cette statistique de Zion Williamson. Il est monstrueux en attaque, mais lorsqu'il est sur le terrain, les Pelicans encaissent 117 points sur 100 possessions quand il est sur le terrain. Alors, et quand il n'est pas sur le terrain, son équipe encaisse 106 points, 106 points sur les 100 possessions, soit la 4e défense de la NBA. Donc c'est des choses à mettre en compte, hein. Donc voilà. Mais au vu de tout ce qu'il produit, voilà, je pose la question. C'est vraiment histoire de situer Zion actuellement dans son évolution. Est-ce que vous pensez qu'il est plus fort qu'un LeBron James au même âge? Alors j'ai vu des commentaires comme quoi qui disaient LeBron James à sa deuxième saison, il est allé en finale NBA. Il faut arrêter de raconter des conneries maintenant. Je crois qu'il y en a qui ont la mémoire un peu courte et qui vont très très vite, ils chauffent très très vite, hein, lorsqu'il s'agit de poser la question. J'ai vu ce commentaire là, j'ai souri, heureusement j'ai pas eu à parler puisqu'il y a un autre membre de notre groupe là, Radjov, qui a mis à sa place rapidement la personne qui avait dit ça. Non, LeBron James, il n'a pas gagné dès sa deuxième saison. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, le Doc One P, comment tu réagis à cette question? Comment tu situes Zion? Est-ce que tu penses qu'il est plus fort qu'un certain LeBron James au même âge? Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Qu'est-ce que toi, tu en dis? Moi, je pense réellement que le problème de Zion, c'est mieux statistiquement. Parce que moi, je considère que c'est sa première saison pleine. À cause de tout ce qu'on a pu voir. C'est sa première saison pleine. Il était blessé une bonne partie et il a joué que quelques matchs la deuxième partie avec le Covid qui est arrivé et tout le reste. Donc, je pense réellement que c'est sa première saison pleine et que ce jeune homme affole les compteurs. Après, il est dans une NBA où il y a tellement la grosse star est encore présente, LeBron James. Dans les comparaisons, c'est avec un joueur qui est encore très fort actuellement. Et comme on est dans une période floue, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'engouement, il y a moins de médias, ça fait passer son début. Il n'y a que les statistiques affichées par les médias qui font se rappeler qui il est. Il n'y a que ça qui font que les gens se rappellent qui est Zion Williamson. Et c'est peut-être ça qui floue un petit peu les gens. Ça fait que les gens n'arrivent pas à se rappeler réellement et à voir, en fait à mesurer, pas à se rappeler mais à mesurer ce qu'il fait. Les gens n'arrivent pas à mesurer ce qu'il fait parce qu'on est dans une période de la NBA un peu floue. C'est juste cela pour moi. Parce que sinon, ce qu'il est en train de réaliser
statistiquement, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Bien sûr. Là, il n'y a même pas à chercher. C'est tout simplement énormissime même. Il faut que les gens réalisent bien ça. Ce que Zion Williamson est en train de produire, c'est extraordinaire. Il n'y a pas 10 000 mots à mettre dessus. C'est totalement extraordinaire. Mais c'est pour ça que faire mieux maintenant, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs parce que les adversités ça compte, les périodes ça compte, mais il y a un truc indéniable, c'est que statistiquement il fait mieux. LeBron James sa première saison n'a pas fait ce que Zion fait dans cette première saison. Il l'a pas fait ainsi. Sauf que médiatiquement il a assumé. LeBron James a assumé médiatiquement son statut. Mais ne nous flouer, on peut pas être floué plus que ça. Ce que Zion accomplit là, à l'instant T, statistiquement, c'est énormissime, Phil. Les gens ne se rendent pas compte, c'est énormissime. Maintenant, tu veux que je te dise quoi? Il fait mieux. Je m'arrête que sur le plan statistique et je dis oui. Je donne la stat, 26,4 points, 7 rebonds, 3,5 passes par match. Il est le 8e scoreur de la NBA, 34e rebondeur et 60e passeur. Voilà la situation actuelle. Non, je m'arrête que sur le plan statistique et je ne peux que... Je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter sur le plan statistique. Je ne peux que dire oui. Je ne peux que dire oui. Je n'ai pas d'autres données. Je n'ai pas d'autres données, mais la donnée statistique est en sa faveur, en tout cas pour l'instant. En tout cas, moi, si je devais répondre à cette question, le Doc NP, je dirais que uniquement si on prend juste la puissance de Zion Williamson, on prend uniquement la puissance de Zion Williamson, il est plus fort que LeBron James. Il n'y a rien à dire. Depuis Shaq, on n'avait pas vu un joueur inarrêtable à ce point. En tout cas, dès qu'il percute avec... mobile comme Charles Barkley. Dès qu'il percute avec son épaule là, dès qu'il te percute, tu sens le poids de Zion qui s'abat sur toi. Le mec, il te broie. Oui, physiquement, c'est un monstre. Et quand tu vois ce qu'il arrive à produire lorsqu'il pénètre, il a un contrôle de lui il a un contrôle de lui lorsqu'il décolle là, il pose ses cuirs là doucement sur la tête des pivots. Je sais pas, tu l'as vu face au pivot des Mavericks là, comment il s'appelle, le long et vétéran là, j'ai oublié son nom là. Le pivot des Mavericks là, qui est très très grand, qui était aux Sixers aussi. Marjanovic. Attends, tu as vu les pénétrations qu'il fait face à Marjanovic? Le mec, il dépose des cuirs sur sa tête, il le regarde dans les yeux, il décolle et il dépose comme... Il décolle, genre, il va le dunker dessus, puis il change d'avis, il dépose une petite cuillère tranquille. Moi, je l'ai vu le premier match contre Gobert. Ouais. Je peux t'assurer que c'était déjà très impressionnant. Gobert l'a contré une fois, certes, mais je peux te dire le reste du match. C'était incroyable ce qu'il a fait. C'était très incroyable. Donc, non, mais ça, si c'est que... Je te rejoins, si on reste sur la puissance, le reste, il n'y a pas... Oui, c'est que ça. Le LeBron c'était la rapidité, versatilité, mais rapidité, versatilité, et le LeBron James a pris de la puissance au fur et à mesure. Il avait des dunks puissants, mais pas cette puissance. Zion, je l'ai vu dégager Tristan Thompson comme un petit papier. Comme un petit papier, c'est quand même assez incroyable, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'est du costaud. C'est du costaud. Et on peut dire que si le doc, moi je pense que s'il garde la santé, le doc, parce que c'est toujours ça le problème avec l'évolution d'un joueur en NBA, s'il garde la santé, je le vois bien tourner en double-double la saison prochaine. Au moins, ce sera acté. Je le vois tourner en double-double la saison prochaine.
Moi, c'est pour dire à Charles Barkley de pas s'impatienter. Le petit troisième saison, tu vas voir, il va tourner en double-double à chaque match. Ah oui, ça c'est sûr. Je ne m'inquiète pas pour ça. Là encore, il n'est même pas dans une période. Pas loin d'ailleurs, il est à 7 rebonds par match. Donc il est pas loin. Il est pas loin. Rebond, oui. Il est pas loin. Oui, donc voilà pour ce que l'on pense de Zion. C'est un monstre. Voilà, c'est un monstre, tout simplement. Beaucoup plus fort que LeBron James sur certains aspects, peut-être un peu moins sur d'autres. On les a pas pointés du doigt comme ça à chaud, mais on ne cherche nullement à dire ce soir que Zion est plus fort que LeBron James. Non, ce n'est pas le propos. C'est de dire que ce joueur, il a quand même c'est un joueur spécial. Voilà, c'est un joueur spécial. C'est vrai que lorsqu'on parle de joueur spécial, surtout à cet âge de Doc N.P., on pense d'abord au magicien de Dallas. Hein. On pense à lui, hein. Je ne prononce pas son nom pour pas. Après, on peut voir encore la performance face à Boston l'autre jour. T'as vu ce qu'il a fait? Mais chaque fois qu'il tombe sur des plus gros, on dirait qu'il a un point d'honneur. Les Clippers y ont suivi. Il achète les problèmes, comme on dit. Voilà, c'est ça en fait. Il achète le problème, hein, le petit Luka Doncic. Il achète le problème personnellement et il te met des shoots sur la tête. Non, c'est vrai, lorsqu'on passe à ces jeunes-là, on peut pas mettre de côté Luka. Mais Zion, c'est un autre spécimen dans son genre. Voilà comment on va dire. Voilà comment on va s'exprimer et voilà comment on va positionner les deux stars, tout simplement. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Sauf que donc NP, tu veux réagir peut-être sur les matchs qui vont jouer, peut-être ou pas. Non, il y a des beaux matchs ce soir. Hein. Luka arrive à New York, donc encore une plateforme où en plus il y a déjà du public un petit peu. Donc ça va être intéressant là, dans 30 minutes, 45 minutes. Boston doit faire gaffe à Houston. C'est jamais facile. Boston a une très mauvaise défense. Très très mauvaise. Donc il doit faire gaffe à Houston ce soir. Et on va voir si Toronto va profiter du back-to-back des Warriors. J'aimerais bien que Toronto... J'aimerais bien que Pascal Siakam en profite pour se refaire un petit peu la santé sur les Warriors. C'est plus les Warriors de l'époque, mais il profite quoi. Pascal, il revient. Hein. Il est à 20 points, 7 rebonds, 4 passes décisives par match. Je l'ai dit la dernière fois, il revient. Personnellement, individuellement, il revient. Tu dis? Ça me fait juste mal dans cette équipe. On dirait qu'ils ont tout perdu en automatisme, en défense. Défensivement, c'est une catastrophe terrible. Je pense que Pascal, il a compris que bon, il faut qu'individuellement, il donne ce qu'il a donné, puis le reste, on ne cherche plus quoi. On ne peut plus chercher. Et là, c'est une catastrophe incroyable. C'est grave, hein. C'est grave. Les Bulls qui vont aussi se faire les dents le Jazz qui va se faire les dents sur les Bulls. Ah oui, si les Bulls ne font pas gaffe, ça va être un écart impressionnant aussi là-bas de ce côté-là. Mais j'aimerais voir. Moi, Boston est mis super favori parce que effectivement, l'autre. Houston est très faible. Mais quand j'ai vu comment Houston a failli surprendre Brooklyn l'autre jour, Boston, je pense qu'il ne serait jamais revenu. Donc, Harden a vraiment mis les bouchées doubles avec Kyrie Irving pour revenir. Donc, Boston doit faire gaffe ce soir. Boston, ce match a l'air trop facile là pour que ce soit vrai. Je pense qu'il doit bien faire ce soir parce que Houston, ils perdent, mais dans les fins de match, un peu bêtement. Mais donc, qu'ils fassent quand même gaffe ce soir, Boston. Ils doivent faire gaffe. Voilà, donc, quel autre match donc, tu as parlé des Mavericks, les Hornets qui vont se faire les Pacers, ou ce sera le contraire. Les Timberwolves, ce sera face aux Grizzlies. Les Pelicans, on en parlait tout à l'heure, ce sera face aux Hawks. Et le Thunder face aux Suns, les Bucks face aux Blazers, les Lakers face aux Kings. Voilà pour les matchs qui vont jouer dans quelques heures.
Et donc, One Piece, c'était une belle émission, une fois de plus. Hein. C'était cette semaine rattrapage, on va dire ça comme ça. Cette semaine rattrapage, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous dimanche pour Total Africa, le doc. Oui, rendez-vous dimanche. On sera présent comme d'habitude. Nous, c'est un long week-end là. Ouais. C'est un long week-end, donc on va en profiter. Un week-end de Pâques. Et joyeuse Pâques à tout le monde en avance. Joyeuse Pâques à tout le monde, merci. Le doc One Piece, c'était un plaisir. On se dit à dimanche. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce talk show NBA. No Lim. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.